Bonjour Madame Drian, en qualité de défenseur des familles et victimes, mais aussi en tant qu'observateur des entités à dérive sectaire, je pense qu'il est important de vous entendre concernant les écoles Steiner-Waldorf. Pouvez-vous nous présenter l'UNATFI ? Oui, je peux vous présenter l'UNATFI. L'UNATFI est une union d'associations, chacune des associations étant une ADFI, Association de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Ces associations sont nées dans les années 1974, à partir de 1974, la première, et elles sont nées, créées par des familles qui ont eu des proches, souvent des jeunes, et qui avaient changé de vie brutalement, partis à l'autre bout du monde. À ce moment-là, c'était pas mal le mouvement mouniste. Et donc, les familles se sont réunies pour avoir des informations, pour comprendre ce qui se passait. Rapidement, on s'est intéressé à d'autres mouvements comme la scientologie, les enfants de Dieu, etc. Puis, au fil des années, les ADFI se sont multipliés. Aujourd'hui, il y en a, il me semble, autour de 29 en métropole et la Réunion aussi et la Martinique. Et elles se sont mises en union en 1982 pour échanger des informations, s'entraider et pouvoir faire de l'information. Alors, l'objet de nos associations, c'est d'abord l'accueil et l'accompagnement de personnes victimes d'emprise sectaire. Voilà. Donc, soit les personnes elles-mêmes qui en sortent, parce que les adeptes, tant qu'ils sont dans un mouvement sectaire, ne viennent pas voir les ADFI, mais soit ceux qui sortent, soit surtout, donc, la majorité des personnes que nous recevons, c'est l'entourage de membres qui semblent sous emprise. Donc, nos missions, c'est d'abord accueil et accompagnement, information et prévention. Et prévention aussi auprès des pouvoirs publics en les alertant sur les informations que nous apprenons par ses proches, justement, sur des mouvements qui sont vraiment dans lesquels il y a des vraies dérives avec parfois même atteinte à la dignité, à la liberté, enfin, etc. Pourriez-vous nous expliciter la notion de dérive sectaire ? Alors, je suis plus gênée pour parler de dérive sectaire parce que nous commençons par définir, si vous voulez, par parler de ce qui fait l'essentiel du sujet de nos associations, c'est l'emprise sectaire. L'emprise sectaire, on l'a définie par une triple rupture. Une rupture avec soi-même. La personne qui est sous emprise sectaire, d'abord, elle change tellement complètement qu'elle est même en rupture parfois avec ses valeurs, avec ce qu'elle pensait avant, avec ses convictions, avec son comportement. C'est pas simplement une petite évolution de la vie, c'est une rupture. Après, la seconde rupture, c'est avec l'entourage, professionnel, social, familial. Et la troisième, c'est avec la société, comme on le voit dans des mouvements qui ont même des règlements ou des comportements éventuellement même contraires aux lois, en tout cas très loin d'une vie citoyenne et civique. Voilà. Alors, dérive, pour nous, je dirais qu'on parle de dérive quand un mouvement ou un groupe qui était peut-être simplement un peu autoritaire ou bon, tend vers des comportements qui sont avec atteinte à la dignité et à la liberté des membres et éventuellement contrevenir aux lois. Mais il y a des groupes qui se créent qui sont pas en dérive, ils sont sectaires, voilà, c'est dès le début. Donc je suis assez gênée avec le mot dérive, vous voyez. Vous connaissez l'anthroposophie et la pédagogie qui en découlent, et tout comme l'ami Willeud, il vous arrive d'alerter à son sujet. Vous connaissez Monsieur Perra depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre ? Ah oui, ça je peux expliquer parce que ça a été une grande histoire avec Grégoire Perra. Alors, dire qu'on connaît bien l'anthroposophie, nos associations, elles s'intéressent pas aux croyances pour s'intéresser aux croyances. Hein. C'est pas, on n'est pas une association d'études des mouvements pour l'étude.
mais nous étudions doctrine et croyances de certains mouvements pour comprendre les comportements qui sont des comportements d'emprise sectaire. Voilà. Alors, sur l'anthroposophie, enfin, Grégoire Perrin, on l'a rencontré parce que c'est lui qui est venu en 2010 rencontrer une de nos associations. Il vous en parlera mieux que moi. Mais en fait, c'était au moment où c'était dans sa sortie de l'anthroposophie, et à un moment où je pense qu'autour de lui, certaines personnes lui ont dit, il me semble me souvenir que c'était ça, que ça relevait de comportements sectaires, où il s'en est aperçu lui-même, je ne sais pas, et il a voulu, comme beaucoup de membres qui sortent de mouvements à caractère sectaire, le faire savoir, venir pour prévenir, si vous voulez. Alors, il a pris contact avec notre association. Moi, je m'occupe de la revue. Hein, on a une revue qui paraît 4 fois par an. Et donc, on m'a dit, bah, écoute, là, il y a quelqu'un d'intéressant, l'anthroposophie quand même, d'avoir des témoignages, d'avoir un récit sur l'anthroposophie, c'est vraiment intéressant. J'ai pris contact avec lui et je lui ai dit, comme on le dit souvent, mais même sans vouloir faire un article de notre revue, les personnes qui sortent de mouvement, souvent, on leur conseille ou on leur suggère d'écrire parce que ça leur permet de mettre le foisonnement de choses qu'ils voudraient dire un petit peu en ordre, si vous voulez. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Grégoire, qui a commencé à écrire. Et alors là, il a commencce à écrire, mais vous savez que Grégoire est capable d'écrire beaucoup. Donc, il a beaucoup écrit. Voilà. Et puis, ce qu'il nous disait sur les écoles Steiner était tellement proche de ce que nous supposions, mais nous n'en avions pas d'éléments concrets. On n'avait pas de témoignage de l'intérieur, si vous voulez. Que progressivement, au fil de son témoignage, on s'est dit, bah, ce serait bien de le publier parce que les témoignages, ils sont pas des preuves en justice, mais ils permettent au public et à l'extérieur de comprendre et de comprendre. Hein. C'est une évidence, ce qui est vécu de l'intérieur. Alors, on a beaucoup travaillé ensemble avec l'équipe de notre revue Bulle aussi, mais beaucoup, Grégoire et moi, mais très approfondi, c'est-à-dire qu'on faisait attention en même temps en rédigeant dans sa rédaction qu'il n'y ait pas de choses qui ne puissent pas prouver, enfin, etc. C'était vraiment du concret. Et puis, on l'a publié en 2011 et ça concernait donc les écoles Steiner. Hein. Voilà. Et la Fédération des écoles Steiner a demandé un droit de réponse, qu'on lui a accordé, bien entendu. On a publié son droit de réponse, mais malgré ça, elle a fait une procédure en diffamation. Donc, on s'est retrouvé, Grégoire vous l'a raconté peut-être ou vous le racontera, on s'est retrouvé sur les bancs du tribunal, la présidente de l'UNATFI, Catherine Picard, Grégoire et moi-même, puisque j'avais contribué à la publication de son témoignage. Et heureusement, la justice n'a pas suivi la fédération parce que, je dis heureusement parce que si on n'avait pas pu continuer à publier des témoignages pour faire connaître et pour notre travail d'information, on aurait été très privés. Voilà. Et entre autres dans les raisons qui font que nous n'avons pas été condamnés, c'est que nous étions, alors Grégoire explique très bien pour les siennes, lui qui n'avait pas de mauvaises intentions, etc., il vous en reparlera, mais pour nous, c'était aussi que nous étions tout à fait dans la mission de notre association en faisant de l'information et en particulier concernant les enfants et les jeunes. Voilà. Donc ça, c'était très important. Mais si vous voulez, nous avons abordé ce problème-là par les écoles Steiner, parce que dans nos associations, nous avions assez régulièrement, pas très fréquemment, mais assez régulièrement, des témoignages de familles, de parents, de proches qui venaient nous dire, mais ces écoles-là, elles fonctionnent pas normalement,
il y a de l'emprise, on est pris dans quelque chose dont le fonctionnement est un peu impénétrable, on comprend pas, mais nos enfants, on a parfois le sentiment que nos enfants sont pas forcément bien encadrés. Voilà, on avait des témoignages, mais sans plus, si vous voulez. Et donc, on s'était intéressé à ça, pas à l'anthroposophie, aux écoles Steiner, hein, et à la pédagogie que je mets entre guillemets. Je pense que c'est à ce moment-là, je crois que j'ai lu un livre qui s'appelait Une autre école pour votre enfant, qui recensait un certain nombre de pédagogies, et le chapitre sur Steiner était quand même intitulé Steiner, pédagogie et ou ésotérisme. Et les auteurs de ce livre-là disaient dès le début que ils avaient hésité à mettre ça parce que en réalité c'était présenté plutôt comme une science spirituelle. Alors peut-être on dit science de l'esprit. J'ai compris que sur la traduction il y avait peut-être un peu d'ambiguïté, mais en tout cas pas une pédagogie. C'était pas une pédagogie, si vous voulez. Parmi les différents témoignages concordants, quels sont les problèmes rapportés les plus récurrents? Si vous voulez, ce qu'on avait comme témoignage, bon, c'était voilà des témoignages individuels, éventuellement de ce qu'on sait aujourd'hui de façon plus claire, mais qu'à l'époque on sentait simplement que les enfants n'étaient pas forcément toujours bien surveillés, on va le dire comme ça. En fait, ce qu'on voit maintenant dans ce qui sort progressivement dans plusieurs pays d'ailleurs sur des violences ou des comportements des enfants qui ne sont pas surveillés, on comprend aujourd'hui que c'est quand même voulu par le système, hein, Steiner-Waldorf. Voilà. Mais à l'époque, on avait ça. Moi, j'ai souvenir aussi d'une maman qui était venue m'expliquer en me montrant comment se déroulaient elle m'a montré les bulletins, entre guillemets, les bulletins scolaires de ses enfants dans les petites écoles. Hein. Et il y avait une chose qui m'avait frappée, c'est qu'elle m'avait dit, mais on dit, ils donnent le sentiment de la possibilité, ils présentent en tout cas leurs écoles comme la possibilité que l'enfant soit créatif et se révèle lui-même. Et elle m'avait dit, mais je peux vous dire, allez voir les dessins et les expositions. En fait, moi, je parlerais plus de conformité et de fermeture. Vous voyez, donc elle avait pas mal analysé. Mais on n'avait pas d'éléments précis sur la façon dont se mettait en place cette emprise, cette façon. Je pense aussi, avec du recul, que certains parents étaient venus nous voir et puis après avaient hésité à aller plus loin, à apporter des documents. Et maintenant que je connais mieux, à travers tout ce qui a été publié, le fonctionnement de ces écoles, on sait que il y a une forme de pression et que probablement s'ils se rendent compte qu'un parent a des doutes, ils sont capables à ce moment-là de le manipuler pour qu'il n'ait plus de doutes ou pour qu'en tout cas il oublie l'idée d'aller en parler à d'autres personnes, quoi. Est-ce que vous recevez un peu plus de témoignages depuis que Monsieur Perra a fait le sien? Alors, moi, j'en ai pas reçu vraiment plus qu'avant. Pas vraiment plus qu'avant. Maintenant, je vous parle, moi j'ai l'ADFI des Yvelines où il y a deux grosses écoles, enfin, très proches, il y a l'école de Verrières et l'école de Chatou, mais ce sont des écoles qui ont des classes sous contrat, donc je pense qu'il y a quand même une vigilance. Maintenant, il faudrait que je sache, par exemple, si les autres ADFI ont reçu des témoignages. Moi, j'en ai reçu, je dirais 4 ou 5, et entre autres aussi de familles dont, alors là, ça concerne les enseignants, de familles dont des parents dont des enfants qui étaient enseignants ou qui étaient en formation sont allés dans des formations d'enseignants Steiner, et là, les parents étaient très surpris des changements. Bon, voilà, on comprend maintenant pourquoi, mais ceci dit, c'était pas, je peux pas parler de plainte, mais de grand étonnement et de besoin de comprendre quelque chose qui était extrêmement différent et
est, est complètement coupé de ce qui est habituel. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus actuellement avec les écoles et la pédagogie Steiner-Waldorf? Alors, et ce on leur a toujours reproché d'ailleurs, ça, c'est de ne pas dire ce qu'ils sont. Je pense que pour nous, c'est la première des choses, si vous voulez. Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'UNADFI, on s'est intéressé essentiellement aux écoles Steiner-Waldorf, mais on a quand même publié quelques années plus tard, je crois il y a 2 ou 3 ans, une fiche dans une de nos revues, une fiche sur l'anthroposophie pour que les personnes qui lisent les articles sur le site de l'UNADFI puissent avoir quand même cette référence-là. Elle est bien sûr beaucoup moins approfondie que tous les travaux que Grégoire ou tous les autres qui ont réfléchi et qui publient là-dessus ont fait, mais bon, c'était pas notre rôle d'aller faire une étude approfondie. Moi, cet article, on l'avait terminé en expliquant que elle a tout d'une religion, ce qui n'est pas une honte d'ailleurs, mais le problème c'est qu'elle ne le dit pas. Donc énormément de parents risquent d'inscrire des enfants dans une école soi-disant laïque et donc dans laquelle il n'y a pas de transmission de croyances particulières, si vous voulez, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, ça c'est le premier reproche. Le deuxième, je pense que il touche pour nous, il faut prévenir là-dessus aussi, quand même, sur la place donnée à l'acquisition des connaissances. Alors, l'école n'est pas que ça, elle est aussi éventuellement un lieu de socialisation, mais elle est quand même d'abord un lieu d'acquisition des connaissances. Je pense que les écoles Steiner-Waldorf ne le voient pas comme ça, et que ce qui est important pour eux, c'est plutôt l'accompagnement d'un être vers ce qu'il doit être pleinement, enfin, etc. Ce que vous connaissez aussi bien que moi, c'est-à-dire la théorie de l'anthroposophie. Et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas dites et qui sont quand même, voilà, ce n'est pas normal que les parents ne soient pas mis au courant. Ils ne sont pas mis au courant non plus. Je pense qu'un certain nombre de parents attendent quand même une forme d'encadrement de l'école. L'encadrement dans les écoles Steiner est quand même tout à fait particulier et pas forcément présenté non plus avant qu'on rentre, avant que à l'accueil des parents. Voilà. Et les parents, alors dernière chose, ne savent pas combien ils vont être sollicités parce qu'ils sont une partie importante. Et je pense que c'est pour ça aussi que il y a assez peu de signalement de la part des familles. C'est que c'est assez subtil d'ailleurs de la part des écoles. Ils sont aussi impliqués. Voilà, parce qu'on les attire, ils font partie de l'organisation, on leur demande de l'aide, je pense que pour être parent dans une école Steiner, il faut avoir du temps à dépenser pour l'école aussi. Et ça, du coup, une fois qu'ils sont dans cette communauté, même s'ils ont des doutes, c'est très difficile d'aller dire mais ça me paraît pas bien, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est ça s'appelle quand même de l'ordre du, je crois qu'on peut dire une forme de manipulation institutionnelle, quoi. À quoi des parents d'enfants déjà scolarisés dans certaines écoles alternatives doivent-ils être particulièrement vigilants? Y a-t-il des signes alertant d'une possible dérive prosélyte ou sectaire? Écoutez, c'est difficile parce que si leurs enfants ils ont déjà fait ce choix, je suppose. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui font le choix, mais qui font le choix en connaissance de cause, de mettre leurs enfants dans des écoles différentes. Alors, école alternative, aujourd'hui, le paysage s'élargit beaucoup, hein, avec les écoles dites libertaires, les écoles démocratiques. Les écoles Montessori, effectivement, Freinet, c'est un peu à l'intérieur du système de l'éducation nationale, donc on peut pas le dire. Il y a une forte demande aujourd'hui
d'enseignement à la maison. Je pense que il y a chez les parents une inquiétude pour leurs enfants et donc ils cherchent par tous les moyens à ce que je vais peut-être être un peu sévère, mais à ce que leurs enfants soient particulièrement bien soignés ou n'aient pas de risque, mais sans une réflexion un peu élargie. C'est plus une réaction d'anxiété. Voilà. Mais je me trompe peut-être. Hein. Certains ont peut-être une réaction un peu utopique que l'école parfaite existe aussi. En tout cas, je ne sais pas comment c'est en Suisse. En France, c'est vrai que l'école traverse des difficultés, mais pour des raisons qui ne sont pas seulement propres à l'école, hein, qui sont propres à la société. Et puis peut-être qu'aussi qu'on est aujourd'hui dans un moment d'évolution où l'enseignement, étant donné les modifications et la mutation que vivent nos sociétés, peut-être que l'enseignement doit aussi un peu muter. Moi, je suis pas une spécialiste de ça. En tout cas, si c'est les écoles Steiner, si vous voulez, si ce sont des écoles comme les écoles Steiner, les parents ont beau essayer être vigilant en se disant je veux pas que mon enfant soit endoctriné sur des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. C'est tellement bien caché dans des écoles comme Steiner que je sais pas comment ils peuvent l'éviter, hein. Sauf à se renseigner à l'extérieur, à demander à d'autres et à ne pas croire, mais ça c'est propre à n'importe quelle démarche, si vous voulez, ne pas aller voir, se renseigner et demander d'autres avis que celui de l'école même. Il est parfois bien difficile de choisir la pédagogie la mieux adaptée pour son enfant. Et justement, avez-vous des conseils pour des parents souhaitant inscrire leurs enfants dans une école alternative? Et est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter? Voilà, moi je pense qu'il faut lire. Vous savez, c'est difficile la question que vous me posez parce que les projets d'école, ils sont toujours magiques, hein. Quand vous regardez le projet, quand vous regardez ce qui est extérieur. Alors, il y a une chose quand même qui me paraît et que j'ai constaté à regarder pas mal de sites avec le Festival pour la vie où il y avait des écoles, non pas pour la vie, je sais plus pourquoi, mais enfin, ces grands festivals un peu New Age dans lesquels il y a toutes les offres alternatives, qu'elles soient de santé ou d'éducation. C'est quand vous allez sur les sites des écoles elles-mêmes, regardez la place que tient l'acquisition des connaissances. Voilà. Et ben, j'en ai trouvé un certain nombre où il n'y avait même pas une ligne dessus. C'est-à-dire qu'on vous parlait du fait que l'enfant allait s'épanouir, qui serait bien, qu'il avait une personnalité, que sa personnalité serait respectée. Enfin tout ça quoi, qui est vraiment, c'est des très belles paroles, hein, et je pense qu'un certain nombre le souhaitent vraiment, mais c'est l'école, c'est quand même là où aussi on a la chance d'apprendre les bases de ce qui va nous servir à penser après. Donc c'est quand même fondamental. Et là, parfois, ça paraît très absent. Moi, je trouve que c'est une des choses à laquelle il faut être vraiment vigilant. Mais je ne sais pas si je serai entendue par certaines personnes qui sont plus attachées à bon, j'ai envie de dire quand même une certaine forme d'utopie d'un développement. Voilà, l'école serait le lieu de développement de la personnalité de l'enfant. Ben, je crois que non, l'école, elle n'a pas cette fonction-là. Elle en fait partie, mais elle n'a pas cette fonction-là d'abord.
Et je pense qu'il faut beaucoup se renseigner, il faut demander, il faut regarder ailleurs. Aujourd'hui, on a la chance avec Internet de pouvoir quand même regarder d'autres choses. Nous, des personnes peuvent aussi se renseigner auprès de fédérations de parents, auprès de nos associations. S'il y a un gros doute, on peut nous téléphoner, nous demander si on connaît, si on a déjà eu des signalements sur cette organisation, cette association, des choses comme ça. La plupart du temps, parce qu'il y a énormément d'associations, donc la plupart du temps on n'en a pas entendu parler, mais il peut se trouver qu'on en a entendu parler. Et les fédérations de parents peuvent dire des choses aussi, enfin voilà. Pour ceux qui sont intéressés à connaître le parcours et la déconversion de M. Perrat, je les invite à consulter l'entretien en 3 parties sur la chaîne MetaChoc, une vie en anthroposophie.